quelles sont les conséquences sur les militaires, mais sur leur famille surtout, de ce stress post-traumatique. Je dirais SPT parce que j'ai du mal à le prononcer, le stress post-traumatique, donc SPT, pardon pour le sigle. Quels dispositifs existent pour venir en aide à ces familles, aux proches et aux enfants? Sont-ils suffisants, ces dispositifs? Et puis, sont-ils suffisamment connus? Voilà quelques-unes des questions qu'on va poser. Si je vous dis SPT, stress post-traumatique, quel est le mot qui vous vient à l'esprit? Alors, voilà les mots qui arrivent le plus fréquemment. Ceux qui sont le plus gros arrivent le plus fréquemment, ont été tapés le plus fréquemment. Souffrance, douleur, détresse. Alors évidemment, il y a souffrance avec un F qui est un peu moins importante que celle qui est affublée du deuxième, mais ça fait partie de la logique des choses. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas venu agrémenter le mot souffrance. Voilà, vous avez compris le fonctionnement. Vous pouvez, tout au long de nos débats, envoyer des commentaires. Pourquoi pas poser des questions? J'essaierai autant que faire se peut de m'en faire l'écho. Vous allez, s'il vous plaît, accueillir le président de Tego, Patrick Felten, le général Patrick Felten. Alors le grand débat, il s'inscrit directement dans un des trois axes que je viens de citer, celui d'arriver à échanger sur des problématiques d'actualité de la protection sociale. C'est un sujet très important pour les acteurs, notamment pour la GPM et le GMPA, parce qu'on traite sur ce sujet depuis plusieurs années. Mais jusqu'à présent, on ne l'avait traité que sous l'angle du militaire ou du policier ou du pompier qui est victime. Et il nous est apparu intéressant de prendre une autre approche, donc de voir, comme vous l'avez dit en introduction, les effets du SPT sur la famille. Alors on a trouvé qu'en plus c'était en phase avec l'actualité parce que, comme chacun sait, le ministère des Armées a lancé le plan famille et il nous semble que de traiter de l'effet du SPT sur la famille, ça sera apporter la brique de la fédération et de ceux qui participent au grand débat à cette réflexion. Vous étiez en 2012 le chef de ce qu'on appelle une OMLT. Alors, je me suis renseigné, en français, ça veut dire équipe de liaison et de tutorat opérationnel. Vous étiez en Afghanistan. Vos hommes et vous-même ont été pris à partie par un tireur. Le bilan a été très lourd. Il y a eu 4 soldats tués, 15 blessés. Ça a été très important pour vous, le soutien de la famille. La famille, je dirais, c'est l'essentiel. Lorsque les personnes sont venues à Vannes pour tourner le reportage, ils m'avaient demandé d'apporter un certain nombre de choses qui me tenaient à cœur. Et la principale, c'était mon alliance. Et votre femme était avec vous, au plus près. Ouais, toujours. Vous m'avez dit, elle est bretonne, elle est solide. Mais derrière la solidité se cache aussi forcément, comme dans tous les êtres humains, une fragilité. Et elle le dit bien dans le reportage. À un moment, il aurait fallu aussi qu'elle trouve une oreille, une écoute utile pour qu'elle se livre, qu'elle puisse se livrer. Les accompagnons, bien évidemment, nous les soutenons, nous essayons de sensibiliser. Je dirais que les familles, elles ont un rôle, en tout cas à la fois direct et indirect. Bien souvent, c'est elle qui va dire au mari, au fils, là, il faut, t'es pas comme avant, va consulter. C'est elle qui lance l'alerte. Elle va lancer l'alerte. Voilà. Le véritable enjeu auquel l'armée de terre est confrontée aujourd'hui, c'est que si 80% des blessés physiques, on arrive à les remettre dans leur unité, dans le monde de la défense, 90% des blessés psychiques ne veulent pas ou ne peuvent pas, pour des raisons d'aptitude, retourner en unité ou dans le monde de la défense. Et donc il s'agit de les réinsérer professionnellement. Donc on travaille actuellement à proposer tout un dispositif qui permet, grâce à des stages en entreprise, des stages d'immersion, de remettre le pied à l'étrier tout en maintenant un parcours de soins en liaison avec le service de santé des armées, de manière à pouvoir prendre un nouveau départ. Mais je vais vous demander, si vous le voulez bien, de vous lever et d'applaudir Hugues Chauvet parce qu'il le vaut bien, s'il vous plaît. Et son épouse, évidemment. Écoute Défense, c'est un dispositif, c'est une plateforme téléphonique qui est armée par les psychologues du service de santé des armées, qui soient des psychologues qui sont ou qui servent en centres médicaux des armées. On en a beaucoup plus aujourd'hui. Ce dispositif téléphonique, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, permet aux militaires, aux anciens militaires, aux civils du ministère des Armées et à leurs familles de pouvoir avoir un contact avec un psychologue.
Donc ça peut se faire d'abord dans le service de santé des armées, que ce soit dans les services de psychiatrie hospitaliers ou par les psychologues en CMA. L'année dernière, les psychologues en CMA, en centres médicaux des armées, voilà, je vais essayer d'éviter d'employer des sigles, ils ont quand même pris en charge plus de 200 membres de famille. Alors, nous, on ne fait pas de distinction dans notre politique d'action sanitaire et sociale ou de prévention, distinction de la cause vraiment, à partir du moment où il y a un stress qui est consécutif donc au métier de militaire, comme toutes les caractéristiques du métier de militaire, hein, la difficulté, la mobilité, l'isolement, on prend en charge de la même manière. Donc on a un budget d'action sanitaire et sociale qui est conséquent de 9,5 millions annuels. Donc là, on a des prises en charge d'aide à domicile. Pour les enfants, puisque les enfants, il faut aussi en parler, on a un grand taux on l'a vu dans la grande enquête qu'on a faite il y a quelques années, on a pratiquement déclaré un enfant sur 2 de militaires a des troubles de l'apprentissage, ou en tout cas lorsqu'il est jeune, des difficultés de scolarisation. Autour de la question du risque traumatique qui est récurrent comme facteur de protection principal par rapport à cette question du risque traumatique, c'est la qualité de ce qu'on appelle le support social, hein, le soutien social. Et le soutien social, c'est quoi? C'est la famille, hein, je crois que ça a été bien évoqué dans le tout premier reportage qu'on a vu, c'est la base arrière, hein, les militaires disent souvent ça, et les policiers aussi ont cette même base arrière. L'autre peut-être volet de soutien social, c'est quand même l'entourage professionnel. Hein. Là, je crois qu'aussi, peut-être on en parle peu, mais dans la thématique de votre soirée, comme vous avez parlé des proches. Hein, oui, les proches, oui, c'est vrai. Cette notion de proche, c'est au-delà de la famille. C'est aussi l'entourage et le premier soutien, que ce soit pour un policier, je pense pour un gendarme, pour avoir travaillé quelque temps aussi en gendarmerie, le premier des soutiens, c'est quand même le soutien de ses pairs. Et les enfants Alors il peut être agité, il peut se replier sur lui-même. Absolument tout, en fait. C'est très protéiforme. Ils peuvent être tristes, ils peuvent être très excités, ils peuvent avoir des troubles du sommeil, ils peuvent avoir des troubles de l'alimentation, ils peuvent avoir des difficultés scolaires, ils peuvent avoir des difficultés avec leur père, de l'agressivité, de l'inhibition, enfin tout est possible. Et il va y avoir par exemple des effondrements qui sont à distance, comme d'ailleurs vous constatez des sollicitations à distance des services de santé, et l'enfant tient, et au décours de ses études supérieures par exemple va s'effondrer. On va démarrer avec vous, Valérie Meunier, si vous le voulez bien. Je rappelle que vous êtes conseillère technique à la sous-direction Action sociale du ministère des Armées. C'est quand même un sujet que les assistants sociaux, les travailleurs sociaux du ministère des Armées ne peuvent pas ignorer, doivent connaître. Et surtout, ce qu'ils doivent connaître pour faire l'accompagnement, c'est s'appuyer sur les experts du soin, s'appuyer sur les médecins qui sont là, pour avoir leur expertise, leur avis, leurs conseils, pour pouvoir ensuite accompagner au mieux socialement le militaire et sa famille. Et sa famille. Il y a différents modes d'intervention. Une assistante sociale, c'est un peu comme un médecin, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas intervenir auprès des familles si son intervention n'est pas acceptée, si la famille ne souhaite pas, ou si le militaire ou le civil ne souhaite pas son intervention. Donc l'assistante sociale, elle peut être sollicitée directement par la famille, elle peut être sollicitée par le commandement qui lui signale des situations, auquel cas elle fait des mises à disposition. Et ensuite, elle reçoit en entretien à son bureau, à l'extérieur de la caserne ou du régiment ou de l'unité s'il le faut. Et même, la plupart du temps, c'est un des modes d'intervention assez courants au domicile des personnes. Alors, ce qu'on fait en sorte quand même de former tous nos travailleurs sociaux. Donc, on a débuté et initialisé des sensibilisations à la reconnaissance de signes, à l'accompagnement des familles dans le cas de certaines pathologies dont le SPT. Et là, on est en train de voir pour une formation plus poussée, pour que, au même titre qu'une autre pathologie, un assistant social ne travaille pas seul, mais il faut qu'il connaisse
l'environnement de la situation dans laquelle il va intervenir. On a décidé de mettre en place une initiative, un stage qui s'appuie sur la reconstruction par le sport, mais en fait qui n'est qu'un prétexte parce qu'on a d'autres activités également de découverte culturelle ou de la nature environnante. Mais ça ouvre des champs, ça repousse des barrières que le blessé s'est parfois mis devant lui pensant qu'il ne pouvait plus faire beaucoup de choses. C'est pour nous une reconnaissance institutionnelle qui est importante. Hein. C'est un témoignage dont ils ont besoin et que nous, on se doit de leur apporter. C'est une forme de resocialisation aussi. Hein. Je pense notamment à des militaires qui sont placés en congé longue durée pour maladie, qui ont quitté le monde militaire, qui ont quitté la caserne dans laquelle ils travaillaient et qui se retrouvent isolés. Je me souviens du témoignage d'un des blessés qui nous a dit à la fin du stage « Vous m'avez sorti de ma caverne ». C'est souvent, enfin celle qui nous appelle, c'est celle dont le mari n'a pas été diagnostiqué, si je peux employer ce terme. C'est celles qui ne savent pas quoi faire. Alors pour nous, elles sont effectivement les lanceuses d'alerte. Elles essayent de poser un diagnostic, elles espèrent qu'on puisse dire « Ouais, il a un syndrome post-traumatique, qu'est-ce qu'on peut faire ?» On n'en sait rien. L'épouse souvent vient nous chercher parce qu'elle n'ose pas aller, on a eu ce mot, dénoncer son mari. Ah oui. C'est ça, c'est ce mot qui nous a... Voilà, elle voudrait lancer l'alerte, elle voudrait dire ce qui se passe dans leur couple parce que elle dit, oui, il a beaucoup changé, mais je ne sais pas si c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Un début de réponse à ça, c'est groupe de parole, d'être entendu, d'être pris en compte, pas comme étant un élément à part. C'est-à-dire, oui, le blessé, le mari, le SPT, c'est lui, mais c'est aussi moi. Et je crois que c'est ça le message. Alors, la Fédération Tego, bien sûr, par l'ancrage militaire de ses membres fondateurs, AGPM et GMPA, a à cœur de participer à la prévention, à la sensibilisation de ces risques et quand le risque survient, évidemment, à l'accompagnement de la reconstruction du blessé. En 2017, nous avons fait 1533 exactement accompagnements individuels. Et si on ajoute l'accompagnement à distance par le biais d'une plateforme téléphonique, nous sommes à plus de 2500 accompagnements. Je vous propose deux choses. La première, c'est, s'il vous plaît, de reprendre vos portables pour se reposer la question peut-être qu'on s'était posée au début. Quand on vous dit SPT, maintenant qu'on en a parlé pendant 2 heures, quel est le mot qui vous vient à l'esprit? J'aimerais vraiment que vous soyez nombreux à répondre. Voilà, soutien, espoir, solitude quand même, résilience, fraternité, souffrance, écoute, accompagnement, manque, vulgarisation. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de mots. Les choses ne sont pas forcément encore très faciles et que forcément, il va falloir trouver des dispositifs pour faciliter ce rôle de lanceur d'alerte. Et pour finir sur l'engagement de la Fédération Tego, je reste sur ce que j'ai évoqué en introduction. Le rôle de la Fédération Tego, c'est d'essayer justement d'être, pour le coup, lanceur d'alerte sur un problème d'actualité et d'essayer de rassembler le plus grand nombre d'acteurs possible sur le traitement de ces problèmes d'actualité. Merci beaucoup donc, et puis on vous convie à partager un verre de l'amitié à l'étage supérieur.